Allez, on y va. Merci. Donc c'est bien parce qu'on vient de voir des choses qui seront un peu en complément, mais sur la partie application mobile. Donc je suis effectivement Rémi Ballanguet, responsable produit chez Ishard, une société spécialisée dans la cybersécurité, à la fois sur le hardware et sur le software. Aujourd'hui, on va principalement s'axer évidemment sur la partie soft, puisqu'on va parler des applications mobiles. On est notamment les voisins de Tetris. L'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer un peu en amont d'une étude qu'on va sortir en début d'année prochaine, un panorama de la sécurité des applications mobiles. Pour que vous compreniez un peu l'objectif de l'étude et comment est-ce qu'on a opéré, nous, chez Ishard, on édite un logiciel SaaS qui permet à nos clients d'aller automatiser les tests de sécurité, d'aller vérifier le niveau de protection de leurs applications mobiles. L'objectif étant vraiment on le verra tout à l'heure, le travail manuel est compliqué. Tout à l'heure, Nicolas le mentionnait, c'est que sur la partie études statiques, on peut le faire soit manuellement, soit à l'aide d'outils. Nous, sur la partie application mobile, donc on propose cet outil qui permet de faire gagner du temps pour essayer au maximum d'identifier au plus tôt ces problèmes de protection. Donc, cette opportunité, en fait, qui est le PSD2, si vous n'en avez pas entendu parler, mais j'imagine que oui, parce qu'en tant que consommateur, vous en avez forcément été victime, si j'ose dire. Donc, le PSD2, c'est une directive européenne qui a été donc impulsée par la Commission européenne qui impose aux établissements bancaires, établissements de paiement de renforcer l'authentification des transactions sur Internet. Et grosso modo, le PSD2, une de ses obligations, c'est d'augmenter l'authentification forte, donc la Strong Customer Authentication. L'objectif étant d'utiliser plusieurs facteurs, c'est ce qu'on appelle l'authentification à deux facteurs, pour aller valider l'identité d'une personne au moment d'un paiement. Donc, on va utiliser plusieurs critères. On va partir du postulat que l'utilisateur, soit il connaît quelque chose, sous-entendu, il a son code PIN ou son mot de passe. L'utilisateur va potentiellement donc posséder quelque chose, à savoir un téléphone mobile ou sa carte bleue, ou l'utilisateur est quelque chose, on va utiliser son être, donc à savoir la reconnaissance faciale ou potentiellement les empreintes digitales. Et c'est la combinaison de au moins deux de ces facteurs qui va valider la transaction. Donc, c'est également vrai dans les transactions dans le commerce aujourd'hui où on a besoin de la carte et du code PIN pour aller valider tout ça, hormis le paiement sans contact, évidemment. Donc, en fait, cette contrainte, on va dire, de sécurité imposée notamment aux e-commerçants, mais à toutes les applications qui font du paiement, en fait, donne lieu à des opportunités finalement technologiques hyper intéressantes que j'aimerais que l'on mette en avant ici aujourd'hui. Précédemment, certains sites sont encore là-dessus, mais quand on faisait une transaction sur Internet, l'objectif, donc on met les identifiants de paiement et pour valider la transaction, on recevait un SMS. Donc c'était avec la technologie 3D Secure qui donc permet d'aller valider que la personne qui a rempli les codes de la carte est bien liée avec le numéro de téléphone qui est lié à cette carte et donc est bien en possession de la carte pour aller valider cette transaction. Donc ça requiert donc un SMS, on va récupérer le code que l'on va remettre dans la plateforme. D'un point de vue expérience utilisateur, c'est assez fastidieux, notamment si vous n'avez pas votre téléphone, vous ne pouvez pas le valider. S'il y a un problème de réseau, vous ne pouvez pas le valider, mais c'est aussi parfois compliqué, c'est très long. Ça peut être très long de recevoir ce SMS de confirmation. Donc, quelques frictions en tout cas dans l'expérience utilisateur. D'un point de vue sécurité aussi, on voit que ça, c'est plutôt une tendance française. On l'a vu dans le panorama des applications que l'on a étudiées, c'est plutôt une tendance française de proposer ce clavier digital un peu randomisé où pour rentrer dans l'application, il faut taper un mot de passe numérique et donc la position des chiffres change à chaque session. Donc là aussi, c'est une manière d'aller sécuriser un petit peu plus l'authentification sur le téléphone. Aujourd'hui, clairement, grâce au PSD2, il y a une grosse volonté des applications mobiles de rentrer au cœur du processus de transaction, c'est-à-dire que ça va vraiment devenir le compagnon indispensable du consommateur pour aller faire des transactions sur Internet. Avec le 3D Secure, il y avait ce passage donc par SMS, on récupérait tout ça, il y avait une notion assez manuelle de récupération du code pour aller le rentrer. Aujourd'hui, la grande majorité des applications mobiles vont permettre d'avoir une authentification forte directement dans l'app, ce qui fait qu'on va recevoir plutôt une notification et on a juste à aller dans l'application, valider la notification et le paiement est automatiquement validé. Il n'y a plus d'opération manuelle, si ce n'est ouvrir l'application et mettre « je valide le paiement ».
Et on se rend compte que, en fait, dans les applications mobiles, de plus en plus, les fonctionnalités et les services proposés sont de plus en plus critiques. C'est de moins en moins une pâle copie de la version web, en tout cas la version web app ou mobile qu'on avait précédemment. L'application mobile devient vraiment critique. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, il est tout à fait possible chez plusieurs opérateurs bancaire d'avoir la liste en clair des cartes de crédit, des cartes de paiement, avec l'exhaustivité de tous les numéros de carte, de la date d'expiration, les CVV, etc., mais également l'accès au code PIN. On peut afficher en clair le code de la carte bleue sur l'application, on peut même le modifier. Donc ça montre vraiment que l'objectif que nous, en tout cas, on tend à transmettre à nos clients, c'est valoriser la protection sur vos applications mobiles. Il y a tellement de criticité dans les informations que vous y intégrez qu'il est ultra important d'avoir un niveau de protection maîtrisé, en tout cas sur ces applications. Et en fait, quand on discute avec nos clients pour la première fois ou les prospects, on leur demande, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous mettez en place d'un point de vue protection, d'un point de vue sécurité? Et bien souvent, on nous dit, bah, nous, on a effectivement des applications mobiles, mais toute la sécurité est sur le back-end. On est vraiment en béton armé, il n'y a pas de problème, ça fait des années que tout ça est en place. Donc ça, c'est OK, c'est évidemment OK. Les systèmes les SI bancaires sont là depuis des années, mettant à disposition ces informations depuis différents types de portails. Mais la chose qui change aujourd'hui, c'est que via l'accès à ce SI, via une plateforme mobile et via une application mobile, aujourd'hui, le potentiel risque peut venir directement depuis l'application. Et quand on va essayer de faire prendre conscience à un responsable sécurité que aujourd'hui, admettons, vous avez 200 000 clients et vous avez la moitié de vos clients qui ont l'application bancaire installée, vous avez 100 000 potentielles fenêtres ouvertes sur votre SI. Est-ce que vous êtes certain que ces 100 000 devices et applications mobiles sont correctement sécurisées? Est-ce que vous avez le contrôle de ce qui s'y passe? Et là, évidemment, en général, c'est là que les conversations deviennent un peu plus intéressantes et on a tendance à se rapprocher un peu plus de l'application mobile et de s'intéresser au type de protection que l'on peut y intégrer. On parlait tout à l'heure de OWASP et tout ça, j'y reviendrai juste après. En fait, quand on veut qualifier le niveau de protection d'une application, il y a plusieurs méthodologies. La première, c'est de ne rien faire. Ça ne coûte rien, c'est pas efficace, mais malheureusement, c'est aussi quelque chose qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a des efforts de protection. Par contre, en point de vue de la qualité, au point de vue de la recette continue de ces protections, il n'y a aucun process en place. Une deuxième méthode serait, comme on le fait aujourd'hui sur des fonctionnalités, lorsqu'un développeur a terminé de développer une fonctionnalité, il va aller demander à un de ses pairs d'aller valider le code, d'aller revoir le code pour s'assurer que tout est OK d'un point de vue fonctionnel. Nous, chez eShard, on considère la protection des applications mobiles comme une fonctionnalité. On essaie de faire passer ce message à nos clients, d'avoir vraiment cet état d'esprit qu'on ne peut pas avoir en tout cas, qu'il faut avoir autant d'exigences avec la protection et la qualité de la protection qu'on peut l'avoir avec un nouvel écran ou du fonctionnel sur une application. Le problème de cette code review, c'est que malheureusement, ça reste uniquement entre développeurs et on ne va pas se le cacher. Et tout à l'heure, je crois que Nicolas, qui passe juste après moi, va parler de ça. Il y a potentiellement aujourd'hui un déficit de compétences sécurité chez les développeurs, et c'est normal, puisque la sécurité, c'est un set de compétences à part entière. Et donc, il faut essayer d'éduquer les développeurs, il faut les accompagner, il faut leur donner les moyens de détecter ça rapidement, parce qu'eux, ils ont plutôt accès aux solutions. OK, j'ai un problème sur cette librairie, j'ai un problème sur cette API, je sais que je peux trouver des choses qui peuvent contourner ça ou trouver une version plus sécurisée. Mais par contre, il faut qu'on les accompagne et qu'on les aide pour identifier ces potentiels risques dans l'application. Un troisième élément, ça va être le pentest. Margot et Nicolas, juste avant, en parlaient très justement sur la partie plugin WordPress, mais là, ça va être la même chose. On va aller donner les binaires, les applications, donc les APK et les IPA, à un pentester ou une équipe de pentesters. On va leur donner ça, on va leur dire, bah, allez-y, essayez de rentrer dedans, essayez de comprendre comment ça fonctionne et mettez en avant les vulnérabilités. Donc ça, c'est d'un point de vue qualité du retour, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus efficace. Ça, c'est une certitude. L'expertise humaine d'un expert en sécurité aura toujours énormément de valeur. Le problème, évidemment, c'est que c'est une expertise qui se paye cher, c'est un service qui se paye cher et qui, en plus, évidemment, ça peut être long. On peut compter 3-4 semaines pour aller pentester une application. Et donc, évidemment, entre-temps, il peut se passer plein de choses.
Donc, un des compromis, qui est un peu le meilleur de tous ces mondes-là, c'est nous, ce que l'on préconise en tout cas dans notre façon de faire, c'est d'aller automatiser ces process de vérification des protections autant que possible. Donc, l'objectif de ce type d'outil, MAST, donc Mobile Application Security Testing, ça va être de faire rentrer tous ces processus de vérification dans le cycle de développement de l'application finalement, et ça va être vraiment un complément du pentest. L'objectif, un peu, en tout cas qu'on essaie de partager avec nos clients, c'est lorsque une nouvelle version d'application sort, ou en tout cas une version majeure, avoir le luxe de se payer du pentest, c'est très bien. Ça permet de s'assurer que cette grosse nouvelle version est conforme à la politique de sécurité et qu'il n'y a pas de faille potentielle. Et ensuite, dans le cycle de vie de développement de l'application, à chaque nouveau build de l'application, avant chaque mise en production, de s'assurer, via des tests automatisés, qu'il n'y a pas de régression et qu'on est bien toujours conforme à la politique de sécurité de l'organisation sur l'application mobile. Donc, pour cet état des lieux des applications bancaires que l'on a fait, on s'est basé sur 4 grands piliers qu'on appelle donc le score de défense d'une application. Donc, on a regardé comment les applications se comportent sur des téléphones routés, comment est-ce que les applications répondent à une tentative d'injection de code via des attaques de type hook, comment l'application se comporte également lorsqu'on essaie de l'installer sur un émulateur ou lorsqu'on essaie d'attacher un debugger. Et tout ça, évidemment, sur une base solide de bonnes pratiques de code, puisqu'évidemment, en fonction des types en tout cas des pratiques, il peut y avoir plus ou moins de risques. Donc, si on parle du root aujourd'hui, qu'est-ce que le root? Pour celles et ceux qui ne le savent pas, on parle plus souvent facilement du jailbreak sur iOS, mais finalement, Android est pas mal concerné aussi. Donc, moi, le premier, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un utilisateur souhaite router son téléphone. C'est-à-dire qu'il va désinstaller, j'essaie de vulgariser un peu, mais désinstaller la version d'Android pour aller installer une autre version pour s'affranchir de plusieurs choses. Moi, ma raison principale, c'est que je voulais un smartphone sans service Google dessus, mais en n'ayant pas d'iOS. Donc, j'ai désinstallé Android. J'ai installé une version alternative qui marche très bien. Ça peut simplement être pour s'affranchir de toutes les applications standardisées et la surcouche logicielle qu'imposent potentiellement les Samsung, tous les opérateurs qui font tourner Android. Et historiquement, sur iOS, le jailbreak, c'était un peu pour contourner le store officiel et pour pouvoir installer des applications de façon gratuite sur les iPhones. En tout cas, il y a 1000 raisons de le faire. Et en tant qu'éditeur d'application, l'objectif, c'est est-ce que moi, en tant qu'entreprise, je prends un risque à laisser mon application tourner sur un téléphone routé? Eh bien, potentiellement, oui, parce que lorsque un téléphone est routé, s'il y a des admin systèmes autour de la table, on se rend compte que c'est un peu comme donner les droits d'admin à tous les postes dans une organisation. Les utilisateurs sont super contents parce qu'ils peuvent tout installer. Ceux qui gèrent le réseau et qui gèrent l'IT sont un peu moins sereins parce que justement, on a beaucoup moins de contrôle sur ce qui peut s'y passer. Sur le hook, donc c'est quelque chose d'assez complémentaire finalement, on va ici essayer de modifier le comportement attendu de l'application via de l'injection de code. C'est-à-dire qu'on va récupérer une requête, l'analyser, modifier le code, modifier par exemple le retour attendu d'une fonction et l'injecter dans l'application et donc potentiellement faire croire à l'application A alors que B était attendu. Donc ça, on peut faire 1000 choses et ce que je vous dis là ici, c'est vraiment soumis à l'inventivité d'un potentiel attaquant. L'objectif de l'attaquant ici, c'est d'aller comprendre comment l'application fonctionne, de trouver des potentielles vulnérabilités et après d'aller les exploiter à plus grande échelle. Donc voir comment une application réagit à ces tentatives de hook est hyper intéressant pour savoir si justement il y a des failles potentielles là-dessus. Le troisième pan, donc je le disais tout à l'heure, c'est les émulateurs et les débuggers. Quand on va installer une application sur un émulateur, on va donner beaucoup plus de contrôle à un potentiel attaquant pour comprendre comment l'application fonctionne et beaucoup plus en tout cas que sur un device physique, un vrai device. Donc autoriser une application en production à tourner sur un émulateur est un potentiel risque important puisqu'on va faciliter le travail de reverse engineering. Et c'est un peu pareil avec le debugger. Si on installe un debugger sur l'application, si on attache un debugger sur l'application, ça va permettre à un potentiel attaquant d'exécuter
l'application pas à pas et donc de comprendre comment elle fonctionne et là encore de faciliter ce travail de reverse engineering. Donc là, l'objectif, vraiment, ça va être de rendre ce travail compliqué, de ne pas autoriser ce type d'usage en production pour essayer de limiter en tout cas l'impact d'un potentiel attaquant qui pourrait essayer de reverse engineering l'application. Et enfin, donc, la fameuse base de code ici, c'est s'assurer, donc là, ça sera plus de l'analyse statique. Donc, tout ce que je viens de parler à l'instant, là, sur le root, le hook et les debuggers, ce sont des analyses dynamiques, donc du DAST, où on va vraiment installer l'application sur des téléphones. On va faire un parcours spécifique, on va aller attaquer l'application et on va regarder comment elle réagit. En fonction de ça, on va être en capacité de dire le taux de réponse ou en tout cas le type de défense que l'application peut mettre en place contre ce type de téléphone routé ou d'attaque. Et sur la partie statique, donc là, ça sera plus, on va analyser le binaire en tant que tel, on va comprendre comment l'application est codée, essayer d'identifier ou s'il y a certaines API qui peuvent être pas forcément sécures ou pas forcément à jour. Typiquement, est-ce qu'il y a des algos de hash qui sont utilisés de type MD4, MD5, SHA-1 qui ne sont pas forcément recommandés parce qu'on sait qu'il y a des potentielles collisions. Regardez quel type de fichiers et de dossiers sont en lecture, en écriture, potentiellement donc accessibles par d'autres applications elles-mêmes potentiellement malveillantes sur le téléphone. Donc attention à ce qui est stocké, notamment sur la carte SD du téléphone. S'il y a des WebViews qui sont intégrés dans l'application aussi, comment est-ce qu'elles sont intégrées, comment exécuter le code, potentiellement, tout à l'heure on parlait de hook. S'il y a du JavaScript qui est chargé et que l'attaquant va pouvoir le récupérer, le modifier et l'exécuter, ça peut être également un problème. Donc en fait, tout ça, ce sont des bonnes pratiques de développement et on va aller analyser tout ça pour aller voir comment est-ce que l'application se comporte. Donc, on en a parlé rapidement tout à l'heure, j'ai juste passé une seconde sur la slide. Donc, OWASP, et donc là, c'est plus spécifiquement sur la partie mobile, donc le Mobile Security Project. Donc là, c'est pareil, ils mettent en avant 4 standards, donc le MASVS. Donc, vous avez ici les 4 standards de vérification qui permettent aux organisations de se positionner en fonction des types de données, en fonction du secteur d'activité, d'aller choisir le niveau finalement de sécurité recommandé. Et on a également donc le MSTG, le Mobile Security Testing Guide, qui là est plus à destination des développeurs pour mettre en place tout un système de tests dans ces 8 grandes catégories pour essayer au maximum d'être en conformité donc, avec ce MASVS. Donc nous, chez Ishard aussi, on se base beaucoup là-dessus parce qu'on se rend compte en parlant avec les organisations un peu partout dans le monde que c'est le standard que la grande majorité essaie de suivre pour se donner des bonnes guidelines en termes de sécurité. Donc, ce panel d'applications, on a sélectionné 50 apps Android pour commencer, sur lesquelles on a fait tourner plus de 1800 tests, donc statiques et dynamiques, comme je le disais tout à l'heure, à la fois donc, sur l'analyse du code, enfin l'analyse du binaire, pardon, et l'installation de l'application sur de vrais devices. Et maintenant, je vais vous montrer, je vais vous donner en tout cas quelques informations qui en ressortent. Je les disais en préambule, il y aura beaucoup plus d'informations à venir en début d'année prochaine, si vous souhaitez en savoir plus. Une information importante, il n'y a aucune des applications testées qui a validé tous les tests qu'on leur a fait passer. Ce n'est pas critique, c'est parfaitement entendable. Déjà parce que les tests que l'on fait sont particulièrement poussés, mais aussi parce que lorsqu'on veut être en conformité ou lorsqu'on veut, en tout cas, évaluer le niveau de protection, tout est une gestion de risque. On n'est pas obligé d'être protégé partout, sur tous les écrans, de tous les mots de la planète finalement. En fonction des informations disponibles à un moment donné dans l'application, on n'est pas obligé d'être protégé partout tout le temps. Donc, tout est une question d'appréhension du niveau du risque. Alors, comment est-ce qu'une application est supposée réagir sur un téléphone routé? Alors, la réaction la plus commune, malheureusement, c'est qu'elle ne fait rien. C'est-à-dire que l'application ne cherche même pas à détecter si elle est sur un téléphone routé. Elle laisse l'utilisateur utiliser l'application sur son téléphone sans faire de vérification particulière. La deuxième, ça pourrait être de cracher. Ça, c'est une opération qu'on voit assez régulièrement. C'est assez intrusif d'un point de vue expérience utilisateur. C'est pas très optimisé, mais au moins d'un point de vue sécurité, c'est un peu l'opération ultime où on débranche tout. Donc, l'utilisateur va ouvrir l'application et instantanément, elle va détecter que c'est un téléphone routé et elle va cracher. Donc, l'application devient complètement inutile sur ce type de téléphone routé. Et la troisième, qui est celle que l'on voit quand même pas mal, en tout cas dans certains pays, on le verra tout à l'heure, on va plutôt informer l'utilisateur.
Et donc là, l'application bancaire va dire, vous êtes sur un téléphone routé ou sur un téléphone qui est potentiellement pas sécurisé. Vous ne pouvez pas utiliser notre application mobile sur votre device. Donc là, on voit différents types de messages. Alors, c'est certainement un peu petit sur vos écrans, mais c'est un peu le message à chaque fois qui est passé, c'est vous ne pouvez pas utiliser cette application sur ce téléphone. Donc, soit réinstaller votre version d'Android, contacter votre admin système si c'est des téléphones pro, etc. Il y a quand même pas mal de choses qui sont faites pour essayer d'informer l'utilisateur. Là, ça bloque vraiment. Et sur la droite, vous pouvez voir que certaines banques informent l'utilisateur. Donc, on leur dit que le téléphone est routé et potentiellement, il est pas sûr. En revanche, on peut parfaitement continuer à utiliser l'application. Donc là, c'est plus de la pédagogie. Certaines applications bancaires ont fait ça pendant de nombreux mois l'année dernière, et puis au bout d'un moment, ont décidé de sévir un petit peu plus en disant, bon, ben, OK, vous avez utilisé pendant 6 mois l'application sur un téléphone routé, maintenant c'est interdit, donc maintenant on ne peut plus l'utiliser. C'est le cas notamment de mon appli bancaire que je ne citerai pas. Pour la détection de hook, donc l'injection de code, il y a également ces trois réactions possibles. Donc, je ne fais rien, je fais crasher l'application ou je bloque l'usage et j'informe l'utilisateur. Et il y a aussi une méthode un petit peu plus, on va dire, euh, intéressante pour l'utilisateur et pour la banque, c'est qu'on va simplement pouvoir bloquer l'outil qui permet de hooker. Là, dans certaines de nos attaques, par exemple, on utilise le framework qui s'appelle Frida, et il est possible, en tant que développeur d'application, d'aller bloquer l'installation, l'utilisation de Frida sur l'application. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que la tentative de hook est avortée, mais l'utilisation de l'application reste tout à fait normale. Donc, l'utilisateur n'a même pas l'impression qu'il y a eu une tentative quelconque. Donc là, c'est très bien, on est assez protégé. Un des écrans ici que l'on voulait vous montrer, c'est donc nous, dans nos tentatives d'injection de code, et donc vu que tout est automatisé, on montre via un vidéo replay à nos clients ce qui s'est passé sur l'écran au moment de l'attaque. L'objectif de cette attaque ici, c'est d'aller justement injecter une image au sein même de l'application. Donc on a choisi cette image de tête de mort, et en fait, on se rend compte que sur des écrans qui sont quand même critiques pour des applications bancaires, à savoir le login, on est en capacité d'injecter cette image, donc de montrer à notre client qu'ici, il est possible de se faire hooker, entre guillemets, et malgré tout, l'application ne répond pas et l'utilisateur continue à taper sur son clavier ses informations de login et de mot de passe. Donc, on peut imaginer tous les risques potentiels ici. L'objectif, c'est vraiment de se dire, est-ce que c'est acceptable que mon application puisse être hookée sur cet écran aussi critique? La réponse, vous l'avez, j'imagine. Pour les débuggers, c'est la même chose, toujours les trois réactions. Et on peut aussi bloquer l'usage des débuggers et des émulateurs en production. L'objectif, c'est vraiment d'interdire ça, que ce type d'outil soit utilisable en phase de développement, c'est parfaitement entendable. Par contre, à partir du moment où l'application passe en production, il faut impérativement bloquer l'usage de ce type d'outil. Donc parlons chiffres maintenant pour conclure un peu pourquoi est-ce qu'une application mobile doit être protégée. Voyons un peu le panorama. Sur toutes les applications que l'on a pu tester, seulement 5% d'entre elles détectent et bloquent l'utilisation d'un débugger ou d'un émulateur. 15% d'entre elles détectent et bloquent des tentatives de hook. Et pareil, 15% d'entre elles détectent et bloquent, ce n'est pas les mêmes 15%, l'utilisation sur des téléphones routés. Donc on voit que ça reste malgré tout des chiffres qui sont relativement bas. Par rapport à certaines autres verticales, on se rend compte que c'est quand même pas trop mal finalement. Il y a certaines verticales qui sont pas beaucoup moins protégées sur ce type d'attaque. Et si on fait un focus particulier par zone géographique, on va se rendre compte qu'il y a quand même des différences de maturité dans les niveaux de protection. Par exemple, en Allemagne, c'est là qu'on a trouvé les applications les mieux protégées contre le hook, donc soit qui vont crasher, soit qui vont informer l'utilisateur qu'il y a eu une tentative de hook. Et sur le reste des différentes zones, on est quand même beaucoup plus bas. On est aux alentours de 5% sur tous les autres pays que l'on a pu analyser. Sur la détection du route, là, c'est plutôt la partie asiatique. Donc, j'ai mis l'Asie du Sud-Est, j'ai inclus la Chine parce qu'il y a quelques applis chinoises, donc j'aurais pu mettre l'Asie, mais c'est principalement l'Asie du Sud-Est que l'on a pu tester ici. Là, une appli sur 3 détecte correctement un téléphone routé, donc va déclencher le mécanisme de protection adapté. En Allemagne, on est aux alentours de 15%, en Amérique latine 10%, et en Europe latine, on est plutôt à 5%. Donc on voit qu'il y a quand même une différence notable en termes de maturité sur ces types de protection.
Et enfin, alors là, je suis désolé, j'imagine que c'est tout petit chez vous, mais ça sera beaucoup mieux quand ça sera sur un doc PDF diffusé plus tard. Euh, Là, il y a deux choses principales que je voulais vous montrer. C'est les deux premières lignes, donc la capacité de l'application à se laisser décoder ou décompiler. On voit que la très grande majorité, on a plus de 80 ou 90% ici, des applications testées ne bloquent pas l'usage d'outils qui permettent de décoder ou de décompiler l'application. Donc là aussi, si on veut complexifier le travail de reverse engineering, si on veut complexifier le travail d'un potentiel attaquant pour comprendre comment l'application est codée, comprendre comment l'application fonctionne, laisser le binaire à la portée d'un décompileur ou d'un décodeur, ça peut être un risque potentiel. Alors qu'il y a des méthodes simples, là aussi, pour faire cracher ce type d'outils lorsqu'ils sont utilisés sur l'application. Et enfin, au centre, on va dire aux trois quarts centre, sur la partie permission, on voit là aussi que sur la partie lecture de fichiers et écriture de fichiers, la grande majorité des applications aujourd'hui ne sont pas correctement protégées. Sous-entendu, elles écrivent et lisent des fichiers qui peuvent être lus et écrits par d'autres applications sur le téléphone. Donc là aussi, c'est pareil, en fonction de ce qu'on y stocke, ça peut être critique ou pas, tout est une gestion du risque. Évidemment, aller stocker un token ou des credentials dans un fichier partagé stocké sur la carte SD, c'est pas une bonne pratique. Il y a des choses qu'on a vues qui sont pas top, mais tout est une question d'intelligence et de savoir qu'est-ce que je dois tester, où et comment. Donc pour conclure, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que les applications bancaires aujourd'hui sont malgré tout pas trop mal protégées quand on regarde le panorama global de toutes les applications que l'on peut tester au quotidien chez eShard. Et tout est une question de gestion du risque. La maturité des équipes de sécurité sur la protection des applications mobiles commence à vraiment se faire sentir. On monte en maturité au fur et à mesure des rendez-vous et des ateliers qu'on peut faire avec nos clients là-dessus. Mais tout est une question vraiment de gestion de risque. Par contre, une des recommandations que je peux vous faire, que je vais répéter et que j'imagine Nicolas va répéter après aussi, c'est tester, 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 et ne jamais partir en production sans avoir testé les protections des applications mobiles au risque d'embarquer des régressions dans les protections et de ne pas en être averti. Alors, je n'ai pas regardé les questions pendant la présentation, mais évidemment, si vous voulez continuer la conversation, vous avez mon adresse mail ici ou sinon dans le chat immédiatement. Merci à tous.